Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau webinaire Epson consacré aujourd'hui à l'impression numérique textile. Alors cela fait déjà de nombreuses années que le GEDANC a fait ses preuves dans le domaine de l'impression textile et pourtant le sujet reste encore un peu tabou. Dans la mode par exemple, réussir à faire dire à une grande maison de luxe qu'elle imprime une partie de ses collections en numérique relève encore de la mission impossible alors que 80% des marques le font effectivement. Dans la décoration aussi, il faut prendre son bâton de pèlerin pour convaincre les designers des atouts de cette technologie. Dans le secteur du soft signage, le marché français commence tout juste à se réveiller comparé à celui de nos voisins allemands ou même au marché américain. Alors, la crise que nous traversons pourrait cependant changer la donne. Des signaux faibles comme l'éco-responsabilité, mais nous allons voir d'autres signaux, génèrent de nouveaux usages. Cela s'est accéléré et de nouvelles attentes apparaissent. Epson, qui est avec nous aujourd'hui et qui a pris le tournant de l'impression textile dès les années 2000, en est un observateur avisé et un acteur très dynamique. Alors, quels sont les sujets sur la table aujourd'hui quand on parle d'impression numérique textile? Nous allons bien sûr revenir sur les technologies que cela induit, mais aussi nous allons parler d'éco-responsabilité. Les attentes en durabilité sont aujourd'hui importantes. On va parler de personnalisation, évidemment, de petites séries faciles à produire de manière rentable. Ce sont des atouts de l'impression numérique textile. Et on va parler aussi d'un autre sujet, la relocalisation industrielle. Tous ces sujets sont au cœur de la stratégie du développement d'Epson dans le textile depuis le début et ils représentent aujourd'hui des opportunités de croissance pour vos entreprises. On va parler d'impression directe, d'impression DTG, Direct to Garment, de sublimation. Les solutions d'impression textile proposées par Epson ouvrent aujourd'hui beaucoup de champs d'application. Et c'est ce dont il va être question avec nos invités. Alors, il est temps pour moi de vous les présenter. Donc, avec nous, en direct du nouveau showroom d'Epson à Paris, Elisabeth Villard-Betin. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth, vous êtes responsable des marchés. Bonjour Elisabeth, responsable des marchés industriels et graphiques chez Epson. À côté d'Elisabeth, nous avons Vincent Aubert. Bonjour Vincent. Bonjour Cécile. Donc Vincent, vous êtes chef de produit Sign, sublimation, DTG et étiquette chez Epson France. Et enfin, François Lebas, qui était aussi au showroom. Bonjour François. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Bonjour, vous êtes ingénieur commercial et responsable des marchés industriels chez Epson. Notre quatrième intervenant est quant à lui en direct de son entreprise située à Martinez-sur-Mayenne, près de Laval. Et nous avons le plaisir d'accueillir Antonio Marquez da Costa. Bonjour Antonio. Bonjour Cécile, bonjour tout le monde. Donc Antonio, vous dirigez depuis 2016 l'entreprise MP3 PLV. Vous êtes un concepteur et un fabricant de PLV à plat et en volume. Et fin 2020, vous avez fait l'acquisition de la toute nouvelle Shortcolor F10000 d'Epson. Un investissement heureux puisqu'il vous a déjà permis de remporter 2 appels d'offres et pas des moindres, un pour les JO 2024 et un autre pour le Tour de France, mais vous nous en direz plus dans quelques minutes. Avant cela, je redonne la parole à Elisabeth. Et j'aimerais, Elisabeth, que l'on voit ensemble l'histoire d'Epson dans le domaine de l'impression textile, puisque tout a commencé au tournant des années 2000. Oui, tout à fait, Cécile. L'industrie du textile, c'est une industrie dont on parle beaucoup en ce moment, pas toujours en termes très flatteurs, puisqu'elle est très polluante de par sa consommation en eau, sa consommation en énergie, de par ses émissions de CO2, de par également ses gros gaspillages. On a tous en tête toutes les polémiques qui ont existé il y a quelques années au sujet de H&M qui brûlait 12 000 tonnes de textiles par an, des invendus, ce qui semble totalement écologiquement, socialement, financièrement totalement aberrant. Eh bien, même si ce sont des sujets qui sont très actuels, il n'empêche, ça fait une vingtaine d'années qu'Epson s'est penché sur la question de l'industrie textile, en ayant conscience que le numérique, que l'impression numérique pouvait apporter un plus, pouvait améliorer cette industrie en la rendant peut-être plus vertueuse. Donc, il y a une vingtaine d'années, Epson s'est rapproché de la société italienne Robustelli, qui est une société, l'un des leaders dans l'impression textile à Com. Et on s'est également rapproché de la société Fortex, qui est une société spécialisée dans la formulation des encres. Et l'objectif, c'était de travailler en synergie les 3 sociétés, de mettre à plat les 3 expertises pour travailler sur la conception d'une imprimante pour l'impression textile, la fameuse gamme Mona Lisa.
Donc, il y a une vingtaine d'années, ça nous a permis de rentrer sur ce marché-là, d'appréhender, de comprendre ce marché pour les investissements futurs. Et puis à côté de ça, de façon plus indirecte, on a également eu connaissance du marché et du potentiel du marché du textile, parce que nos imprimantes qui, à l'origine, étaient plus dédiées au marché du tracé filaire ou de la photo, étaient détournées, étaient trafiquées pour faire des imprimantes, pour en faire des imprimantes à sublimation et DTG. Et donc tout ça, c'était les prémices avant que nous lancions nos propres gammes de DTG et de sublimation en 2012. Donc effectivement, c'est un sujet qu'Epson suit de très près depuis une vingtaine d'années. Oui, avec donc des spécialistes du secteur en association avec vous. D'ailleurs, Robustelli aujourd'hui fait partie du groupe Epson. Exactement. On a travaillé ensemble en partenariat technologique il y a une vingtaine d'années et depuis moins de 5 ans, ces deux sociétés, Fortex et Robustelli, ont été à 100% intégrées dans le groupe Epson. Et votre offre aujourd'hui, ce ne sont plus donc des machines détournées de leur usage premier pour faire du textile, mais de vraies conceptions de machines pour le textile exclusivement. Ça. Exactement, ça a été vraiment la grosse valeur d'Epson quand on est arrivé avec nos propres solutions en 2012, solutions de sublimation et de DTG, c'est d'apporter des solutions 100% Epson. On fabrique le châssis, on formule les encres, on fabrique les têtes d'impression et on apporte également tout le service Epson autour. Donc ça a véritablement changé la donne du marché, raison pour laquelle effectivement, dès qu'on est arrivé sur ce marché en 2012, on a remporté un franc succès. Alors, avant d'entrer dans la salle des machines avec Vincent et François et d'entrer dans le détail des différentes solutions proposées, est-ce qu'on peut faire un tour d'horizon justement, je parlais des tendances, des grandes tendances qu'on observe dans l'impression textile, que ce soit en DTG, donc Direct to Garment, c'est-à-dire l'impression sur des produits finis, pour ceux qui ne connaissent pas tout le détail de l'impression textile, que ce soit en décoration, en soft signage ou en mode. Oui, effectivement, l'intérêt de cette industrie du textile, c'est qu'elle est multiple. On adresse la mode, le sportswear, la déco, l'impression visuelle signalétique, souple. Et ce qu'on peut voir en termes de tendance, hein, je vais sortir juste deux chiffres, les fameux chiffres de Smithers Pierra, le cabinet qui étudie justement l'évolution de l'impression numérique sur le marché du textile. Eh bien, il apparaît qu'aujourd'hui que l'impression textile numérique ne représente que à peine 5% de l'impression textile, donc ce qui est vraiment très peu. Mais à côté de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que le marché, la croissance moyenne annuelle de ce marché est de près de 12%. Donc on voit que c'est un marché où il y a encore tout à faire, parce que 5% de la production mondiale, on a encore un potentiel incroyable, avec des opportunités immenses, puisque on est sur un marché avec une croissance à 2 chiffres. On peut dire que c'est quand même assez rare dans le marché dans le domaine de l'impression. Donc ça, c'est pour la tendance globale qui est extrêmement optimiste et avec de belles opportunités. Si on regarde plus en détail les différents marchés dont on a parlé, qu'on a cités, le marché de l'habillement ou de la mode, qui représente en gros un bon 3/4 de la production textile, on voit qu'il est en pleine mutation à plusieurs niveaux, au niveau des fabricants notamment, puisque la donne a considérablement évolué. On est sur une tendance où les designers ou les enseignes cherchent de plus en plus de la personnalisation ou des petites séries. On est sur un marché où les gens achètent de moins en moins également. Un marché où plus de la moitié de ce qui est vendu à des prix soldés. Donc là, on touche directement la profitabilité des marques. Et puis, c'est un marché qui est de plus en plus changeant. La mode va de plus en plus vite, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on produit, quand on conçoit une collection et qu'on l'envoie en Asie pour la production, le temps qu'elle revienne 6 ou 9 mois après en France, par exemple, eh bien, la mode, elle a déjà changé, la tendance a changé. Donc, tout ça pose la question de quel est le schéma pour être au plus proche des attentes du marché, des demandes. Pose la question également de tous ces invendus, parce que lorsque on récupère 6 ou 9 mois après tout un stock de produits qui ne correspond plus du tout à la demande, eh bien, on se retrouve avec des tonnes de textiles qui vont être bradés pour être vendus. Donc, se pose la question de
comment mieux gérer un cycle de production pour pouvoir intégrer tous ces nouveaux enjeux. Et c'est vrai que c'est là que l'impression à la demande pour la mode entre en jeu et permet d'apporter une réponse à cela. Et dans l'univers de la mode, donc on a effectivement cette partie pour les industriels qui est très forte, mais il y a également le poids des consommateurs aussi qui joue énormément. Aujourd'hui, ce qu'on voit aussi au niveau de la mode, c'est que de l'habillement, c'est que les consommateurs sont de plus en plus, ont de plus en plus conscience que l'industrie de la mode est polluante. Avec l'envie de changer un peu le cours des choses. On le voit à travers notamment une étude qui a mené l'IFM, l'Institut de la mode français, en 2019. C'est une étude qui a été menée à grande échelle hein, au niveau des États-Unis, la France, l'Italie et l'Allemagne, et qui révèle effectivement qu'aujourd'hui, beaucoup de consommateurs souhaitent consommer la mode autrement, de façon plus éthique, plus éco-responsable, quitte à ce que ce soit plus cher et quitte à ce que ce soit donc à travers des achats moins importants qu'avant. Donc on voit au niveau de la mode qu'il y a deux phénomènes. Il y a effectivement les industriels qui ont de nouveaux enjeux, poussés par les consommateurs qui ont également des prises de conscience importantes qu'ils expriment. Donc ça, c'est une tendance au niveau de la mode. Il y a également des tendances au niveau de la décoration. C'est un marché qui est en forte croissance, pour ne pas dire en explosion, soutenu par la demande des consommateurs, des clients finaux, mais également soutenu par à la fois les fabricants de matériel, mais aussi les designers, parce que les machines sont de plus en plus, on va dire, polyvalentes. On peut faire de plus en plus de typologies de décoration en numérique. Tout cela en allant dans le sens de la créativité du designer. Donc aujourd'hui, que ce soit le client final, les industriels ou designers, tout le monde se rend compte qu'il y a un potentiel incroyable en numérique pour adresser le marché de la décoration. Et puis enfin, il y a le soft signage. On en a parlé un peu dans notre webinaire de la semaine dernière dédié à la communication visuelle. Donc effectivement, c'est un marché qui est encore émergent chez nous, qui est un peu plus avancé aux États-Unis et en Allemagne. Et qui relève quand même des intérêts assez importants, mais ça, je pense que Antonio pourra le décrire bien mieux que moi, des intérêts par rapport au fait que ce qui a été utilisé, ce qui a été créé en termes d'impression de signalétique, une fois que l'événement est passé, peut être réutilisé, parce qu'il s'agit juste de décrocher, de plier, de ranger et de réutiliser. Dans le transport, il est plus facile d'envoyer à un client une signalétique de 2 mètres en textile que de 2 mètres en bâche, par exemple. Donc voilà, il y a quand même des enjeux, des intérêts importants au niveau de l'impression textile pour la signalétique. Donc, il n'y a pas de doute que en France, cette technologie se développe aussi pour le sign. Oui, donc on voit les 4 mots-clés là qui sont sur la slide qui accompagnent notre intervention: time to market, éco-responsabilité, personnalisation, relocalisation industrielle. C'est bien, ça draine, en fait, c'est en lien dans tous les secteurs que vous avez évoqués. Alors, on va maintenant entrer dans un peu la salle des machines avec Vincent et François, puisque tout le monde n'est pas forcément toujours au courant de toutes les technologies que regroupe l'impression numérique textile, puisqu'il y a différentes façons d'imprimer. Donc, chacun avec vos spécialités, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont ces technologies aujourd'hui qu'Epson maîtrise et à quel marché elles s'adressent en particulier, même si on va le voir, certaines technologies sont assez polyvalentes pour répondre aux attentes de différents marchés. Donc, Vincent, François, qui commence? Vincent? Allez. En premier, ouais, tout à fait. Donc, pardon, excusez-moi. Donc déjà, avant tout, comme le rappelait Elisabeth, il est vraiment important de comprendre qu'Epson fabrique et conçoit ces machines, hein, donc de la mécanique, les têtes d'impression, qui est vraiment l'élément clé de nos machines, et de la formulation des encres. Donc on parle vraiment de solutions complètes dédiées à plusieurs marchés de l'impression, et dont les marchés du textile.
Dans les marchés du textile, on va trouver trois grandes familles de solutions. Donc, la première, ce sont les solutions DTG. Donc, on parle de direct to garment. Donc, on parle d'impression directe sur des articles, donc des articles à base coton, coton mélangé. Donc là, on va parler d'impression sur des t-shirts, sur des tote bags, sur des suites, sur éventuellement du linge de maison, des choses comme ça. Donc là, on est sur une encre à technologie pigmentaire. Donc, on imprime directement sur le textile. On vient derrière sécher et on a un produit fini. On est bien sûr certifié au Ecotex, qui sont des normes environnementales qui permettent de garantir la sécurité des gens qui portent ces vêtements ou qui utilisent ces tissus. Donc ça, c'est la première grande famille de machines. Donc là, on va s'adresser à des marchés de la personnalisation, donc que ce soit au travers de boutiques, qu'elles soient physiques ou en ligne. Donc, on a tous en tête des boutiques en ligne sur lesquelles on peut commander le motif de son t-shirt. Voilà, donc c'est typiquement ce genre de machines en numérique qui sont derrière pour répondre à ces commandes entrantes. On va pouvoir également adresser tous les sérigraphes qui cherchent des solutions complémentaires à leurs solutions conventionnelles pour des petites et des moyennes séries. Donc en numérique, on est vraiment très simple. On prend son fichier, on le transfère de l'ordinateur à l'imprimante. Quel que soit le nombre de couleurs, on n'a pas trop de soucis d'écran à créer, des choses comme ça. Donc le procédé est très rapide, très simple. On n'a pas besoin forcément de connecter nos machines à des sources d'eau, d'alimentation. Donc on est vraiment sur un procédé très simple. Après, voilà, ça ce sont les deux gros utilisateurs de nos solutions DTG, mais après on a tout un nombre de personnes qui s'intéressent aussi au marché du DTG. Donc on a eu des marques pour équiper des boutiques pour faire de la personnalisation directement sur site. On a eu des restaurants qui personnalisent un certain nombre d'articles directement et qui vendent ça dans leur boutique intégrée. On a eu des photographes qui s'intéressent également au merchandising de leurs œuvres au travers de l'impression DTG. Donc effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, le DTG et la notion de personnalisation sur articles finis est vraiment importante et prend de l'ampleur. Donc aujourd'hui, Epson est capable de répondre avec la gamme. La deuxième grande famille aujourd'hui que possède Epson en termes de solutions, on va parler de solutions de sublimation. Donc là, nous, on travaille avec des solutions de sublimation par transfert, c'est-à-dire qu'on imprime sur un papier, on vient sublimer sur un objet à base polyester. Donc soit, si c'est dans le cas d'un textile, on est sur un textile principalement constitué de polyester. Alors après, on peut avoir des mélanges de lycra, de choses comme ça, dès lors qu'on va avoir des applications plus techniques. Et on transfère le visuel sur le textile ou sur des objets à revêtement rigide, revêtement polyester, pardon, des objets rigides à revêtement polyester. On peut prendre l'exemple de mugs, de panneaux Chromalux, comme vous voyez derrière moi. Donc là, on est plutôt dans des applications d'objets promotionnels, de décoration. Donc on se rend compte que le spectre aujourd'hui de la sublimation est très large et on s'adresse énormément à un grand panel de clients et de prospects potentiels. Donc ça va du particulier qui souhaite faire un petit peu de personnalisation sur objet à l'aide d'une machine A4 au producteur textile qui va vouloir faire du textile bobine à bobine sur des formats jusqu'à 1,95 m de lèse. Donc là, vraiment, sur le domaine de la sublimation, on va toucher tout type de métier. Donc, bien sûr, du producteur textile petit, moyen, grand format. On va trouver de l'imprimeur numérique qui souhaite se diversifier, qui souhaite ajouter une nouvelle corde à son arc, donc soit au travers du soft signage, soit au travers de la décoration. On va trouver voilà, un grand nombre d'acteurs possibles sur ce domaine de la sublimation. Pour la troisième famille, je vais laisser François prendre la main. Sur l'impression directe. Sur l'impression. Je suis bien. Voilà. Donc c'est l'autre technique d'impression textile. Il y a le transfert, comme l'a évoqué Vincent, et puis il y a aussi l'impression directe. Donc l'impression directe, on va avoir avec un système jet d'encre, on a un convoyeur, une courroie adhésivée, histoire que le tissu soit bien maintenu toujours à la même distance des têtes. On va travailler sur ce convoyeur, soit directement en bobine-bobine, soit une introduction en pli, une sortie en pli. Toutes les configurations sont possibles sur la Mona Lisa. On peut travailler aussi à la pièce. À la pièce, ça peut être par exemple une peau, directement impression sur cuir, ou sur des dalles, ou sur des articles déjà confectionnés. C'est une autre utilisation par rapport au DTG. Si jamais je veux par exemple un pull, ou avoir le même motif sur la manche et sur le corps, avec une continuité, la Mona Lisa propose ça.
Alors la Mona Lisa, c'est toute une gamme. C'est une gamme qui va avoir différentes lèzes de 180 à 220 et 320 cm, donc jusqu'à 3,20 m de lèse. On va avoir plusieurs configurations de têtes, donc en 8 têtes, en 16 têtes, en 32 têtes et en 64 têtes. Donc la qualité est toujours la même, c'est vraiment une question de productivité. On va aller de 100 m² jusqu'à 740 m² par heure sur la 64 000, la Mona Lisa 64 000. Et puis derrière, pour pouvoir imprimer sur tout type de fibre, on va avoir plusieurs combinaisons d'encre. On va avoir des encres acides, des encres réactives. Là, on va travailler avec un procédé qui va être le fixer-laver à l'impression. Il va falloir aller le fixer dans un steamer et après le laver et le passer en rame pour qu'il soit directement utilisable pour la confection. Ou alors un process qui est plus simple, qui connaît un beau succès en Europe, qui est l'encre pigmentaire, où là, directement, on va pouvoir imprimer, sécher, post-traiter si besoin pour des questions de tenue de solidité au lavage, et puis après directement pour la confection. Donc les marchés visés avec la Mona Lisa en impression directe, ça permet de pouvoir travailler sur les accessoires de mode avec des encres acides. On a une très très belle traversée sur de la soie. On va pouvoir travailler sur de la laine, on va pouvoir travailler sur la maroquinerie avec nos encres acides. Et puis tous les marchés, par exemple, du linge de maison avec des lèzes de 3,20 m qui nous permet de pouvoir imprimer directement des nappes en grande dimension ou directement des draps, des couettes. Et puis tout ce qui est décoration intérieure, tout ce qui va être le marché principal, comme disait Elisabeth, le marché de l'habillement et de la mode, qui représente les 3/4 de l'impression, sont vraiment aussi bien le marché principal de la Mona Lisa, aussi bien en chaîne et trame qu'en maille. Et puis il y a aussi une activité qui est un peu marginale, mais qu'on peut adresser complètement avec la Mona Lisa, qui est le soft signage, pour les personnes qui vont vouloir faire de l'impression directe, donc sans passer par l'étape papier, donc par exemple l'impression sur drapeau ou ce type d'article soft signage et signalétique extérieure. Donc voilà, sur la Mona Lisa, on peut imprimer sur toutes les fibres naturelles, soie, chanvre, lin, coton, et puis aussi des fibres synthétiques comme le lycra, le polyester. Oui, donc les tissus naturels qui sont une attente quand même très importante du marché, notamment des designers. Oui. Et dans le secteur de la décoration, ils avaient beaucoup d'a priori, même si dans les polyesters, il y a des choses assez magnifiques, on ne se rend pas compte que c'est un polyester, on a l'impression que c'est un toucher coton. Il y avait quand même beaucoup d'attentes de la part des designers et des créatifs sur des tissus naturels pour la décoration, qui avaient cette noblesse que n'a pas le polyester aux yeux des designers, malgré toutes les innovations textiles qui peuvent exister. Bon, paradoxalement, après, de grands créateurs comme Richard Quinn utilisent le polyester pour leur défilé de couture sans aucun souci. Mais bon, donc du coup, il y a tout ce panel possible de solutions, même au niveau des matières imprimables, en fait. Il y a des technologies différentes, mais aussi des matières très différentes. Donc, vous couvrez tout le spectre. Les technologies évoluant, Cécile, avant, il y avait vraiment une dichotomie entre le marché de la sublimation et le marché, par exemple, de l'impression directe en encre réactive. C'est des procédés, ce n'est pas les mêmes acteurs qui s'adressaient à ce marché-là. Mais maintenant, avec l'encre pigmentaire, on a d'excellentes durabilités, au lavage, tenue lumière, ce qui permet de pouvoir, au niveau des créatifs, on va dire, voilà, moi, je veux à la fois faire des collections en polyester, mais aussi travailler sur des matières naturelles, quoi. Il ne faut surtout pas que la technologie soit un frein à la création. Donc les deux technologies, et on le voit dans les ateliers, on a des ateliers sur Paris ou dans le sud de la France qui ont les deux technologies. Et ils vont pouvoir avoir directement, selon les besoins, les envies des créateurs, travailler sur du polyester recyclé et puis sur du coton bio ou sur du lin et du chanvre sur la Mona Lisa. Merci François. Donc on continue un peu dans la salle des machines puisque Epson, on l'a dit en préambule, cela fait 20 ans qu'il est présent, que le fabricant est présent sur le marché du textile. Cela fait 20 ans qu'il accompagne la croissance de ce marché. Donc oui, c'est peut-être 5 petits %, mais c'est une croissance énorme. Et donc, et des volontés aussi d'industrialisation, je vais y arriver, plus fortes. L'année dernière, Epson d'ailleurs a lancé j'en ai cerné 3 grandes nouveautés dans ce secteur que j'aimerais qu'on
que vous nous présentiez aujourd'hui les 3 nouvelles machines avant enfin de donner la parole à Antonio, qui lui est un utilisateur et qui pourra nous donner son avis. Donc, Vincent, on commence avec vous pour la première nouveauté lancée l'année dernière, qui est d'ailleurs la machine qu'Antonio a achetée, la F10000. Je vous laisse nous la présenter. Alors effectivement, sur le marché de la sublimation, donc Epson a lancé 2 nouveautés majeures. Donc la F100, qui est une machine A4, qui s'adresse à un grand nombre d'utilisateurs pour faire de la personnalisation d'objets. Donc là, on n'est pas du tout dans le même format que la F10000. On a clairement élargi notre gamme aux 2 extrêmes. Donc on a sorti la petite machine A4 pour le particulier, pour la petite boutique qui souhaite faire de la personnalisation d'objets. Et à côté de ça, on a lancé un nouveau fleuron de la technologie Epson qui est la F10000, qui est une machine à sublimation ultra productive. Donc on parle de 250 mètres carrés en production. Donc on est sur une machine 4 couleurs avec des bidons d'encre de 3 ou de 10 litres, doublés avec des remplacements à chaud. Donc on est clairement sur une machine qui est conçue pour produire tout au long de la journée. Donc on est sur une laisse de 1,95 m. On est sur c'est pareil, sur une laisse assez importante avec toutes les dernières technologies qui équipent la machine, donc à savoir les nouvelles têtes d'impression Precision Core, Micro TFP, toute l'expertise d'Epson, de Robustelli alliée sur un produit dédié au monde de la sublimation de production et à haute vitesse. Bon, merci. Antonio nous en dira plus tout à l'heure. Deuxième en sublimation, on passe en plus petit format avec la F3000. Alors là, on est sur le marché du DTG, non pas de la sublimation. Oui, pardon, oui. Oh, c'est pas grave. Donc effectivement, là, c'est pareil. Donc là, c'est une machine qui est clairement axée sur la production. Donc on parle d'une machine DTG, donc pour faire de l'article fini. On est sur des volumétries de environ 6 à 10 000 t-shirts par mois. Donc on est sur des gros volumes d'impression. En complément à la gamme, on avait déjà la F2100, qui était une machine plus axée boutique, production plus modérée, donc environ 500 1000 t-shirts par mois. Donc là, la F3000, on est vraiment sur une machine conçue pour la prod, donc taillée pour la production. Donc tous les composants qui l'équipent sont des composants industriels. Donc on est vraiment sur une machine conçue pour la prod. Petit rappel, on est sur une machine 4 couleurs plus blanc. Donc on est capable de produire des t-shirts, des articles clairs ou foncés à grande vitesse, parce que la machine est équipée d'une double tête. Donc même quand on imprime un t-shirt foncé, on est capable de faire l'impression en simultané couleur plus blanc. Donc en gros, on est très rapide sur un t-shirt foncé. Donc ça nous permet vraiment d'avoir un gros gain de productivité sur cette machine. Donc on est clairement pensé sur une machine simple d'usage, mais très productive. Donc, nouveauté en sublimation, nouveauté en direct to garment et nouveauté en impression directe aussi. Donc, avec troisième nouveauté qu'on présente, la Mona Lisa 8000. Oui, qui fait partie des nouveautés, des multiples nouveautés sur la gamme impression directe. Alors, la Mona Lisa 8000, la ML 8000, elle bénéficie de toutes les nouveautés qu'a annoncé Vincent avec le lancement de la F10000. Donc, c'est le châssis est différent parce que là, on est sur un convoyeur, une courroie adhésivée, mais ça veut dire que toutes les technologies, vérification automatique des buses, alignement automatique, caméra embarquée pour pouvoir faire un alignement des têtes et de la gestion de la chromie, avec à chaque fois un système de swap avec double configuration d'encre. Non, non, c'est vraiment un bijou technologique. Et puis, c'est la machine d'entrée sur le marché de la gamme Mona Lisa, donc avec un positionnement agressif en termes d'accessibilité. Et puis, on a une autre nouveauté. Il y avait un prototype qui était présenté, qui était la Mona Lisa 64, la 64 tête, pardon, qui était présentée à ITMA. Et voilà, maintenant, elle est lancée. Il y a une première installation qui a eu lieu en Italie, chez LB, dans le district de Côme. Pour piloter l'ensemble, il y avait déjà sur les solutions DTG, puis sublimation et d'autres produits grand format chez Epson, l'Epson Edge, qui est le RIP maison, maintenant qui est porté aussi sur la gamme Mona Lisa. Et pouvoir présenter toutes ces solutions avec des gammes qui s'étoffent, et bien maintenant il y a un nouveau showroom, pas qu'à Clichy, mais aussi à Côme, où toutes les machines sont en production et avec les 4 configurations d'encre. Donc c'est vraiment un endroit où il faut venir se déplacer
Avec plaisir, franchement. Avec plaisir. D'ici quelques semaines. D'ici quelques semaines, rendez-vous à Côme avec plaisir. Juste la Mona Lisa, quand vous nous l'avez présentée tout à l'heure, vous nous avez parlé des différents types d'encre possibles et utilisables sur la Mona Lisa. Sur la 8000, qui est l'entrée de gamme, on peut avoir différentes configurations d'encre aussi, avoir cette polyvalence ou... Oui, parce que dans l'esprit Epson, on va avoir l'équipement qui convient à sa production. Il ne faut pas que ce soit une contrainte qualitative. C'est pas parce que je vais faire de l'accessoire de mode avec des encres acides et j'ai besoin d'une faible production que je suis obligé de prendre un gros modèle pour l'avoir. Je peux très bien avoir la Mona Lisa 8000 pour commencer une activité. C'est vraiment une question de productivité. D'accord. Et donc on peut changer d'encre assez facilement si oui, tout à fait, le marché évolue, il n'y a pas de contrainte. Alors après, on a aussi des machines qui permettent de pouvoir avoir 2 combinaisons d'encre possibles. Là, on est plutôt à partir de la 32 têtes, la Mona Lisa 32, mais ça veut dire que le but, c'est d'offrir une solution globale et identique, quels que soient les besoins de production, avec le même niveau qualitatif, avec les mêmes exigences. Juste, là, c'est le duo d'encre qu'on peut combiner, on peut les combiner tout à loisir ou il y a des duos Non, parce qu'il va y avoir des encres plutôt hydrophiles et hydrophobes, donc ça va être, on va pouvoir mélanger facilement les encres acides et réactives. D'accord. Voilà. Donc ça, voilà, en fonction de sa production, on va choisir la meilleure configuration pour gagner en productivité. Parce qu'il y a des personnes qui vont pouvoir travailler à la fois et sur de la soie et sur de la laine, et puis aussi sur du coton. Donc voilà, donc ils vont pouvoir travailler en réactif sur le coton, et puis soie et laine avec des encres acides. Très bien. Merci François. Là, à l'écran, une image du défilé de Richard Quinn dont je parlais tout à l'heure, qui est le créateur anglais qui imprime ses collections en sublimation avec Epson. Je me tourne maintenant vers vous, enfin, Antonio, pour présenter à la fois votre entreprise et que vous nous expliquiez votre stratégie. Donc, depuis 2016, je le rappelle en introduction, vous dirigez l'entreprise MP3 PLV, spécialisée dans la conception et la fabrication de PLV à plat et en volume. Vos clients, ce sont des groupes comme Lactalis, Leclerc, mais aussi de grands noms du luxe comme Vuitton. Et dans vos valeurs, on retrouve une vraie exigence de qualité, mais aussi une nécessité d'engager votre entreprise dans une démarche durable. C'est ce que vous m'avez expliqué en préparant ce webinaire. Ce qui vous a amené à vous poser la question de l'impression textile et à investir dans une Shercolor F10000 en 2020. Donc, pourquoi cette diversification dans le textile? Quelle a été votre démarche et votre réflexion pour intégrer cette technologie d'impression qui était assez étrangère à votre fabrication jusqu'ici? Donc, oui, donc, comme tu l'as bien expliqué, donc, nous, depuis, l'entreprise, elle existe depuis les années 60, mieux des années 60, et donc, on a toujours été spécialisé dans l'impression et dans la fabrication de PLV. Moi, quand je rachetais l'entreprise en 2016, il a fallu changer 2 ou 3 trucs en interne. Donc, on a voulu prendre un tournant écologique vraiment à accélérer parce qu'en espace de 2 ans, on a réussi à faire des réductions d'émissions de CO2 assez conséquentes, dans l'ordre de 30-40% par rapport à avant. Et donc, depuis 2019, j'avais une vraie réflexion, c'est de me dire, bah voilà, va falloir rajouter une corde à son arc. Aujourd'hui, on a déjà de la sérigraphie, des machines en numérique grand format, à plat ou en roll-to-roll. Et je me dis, ça va être quoi le monde de demain? Et donc, comme j'essaie toujours de prendre un pas d'avance pour une vraie réflexion dans l'avenir, parce qu'on ne va pas choisir une machine du jour au lendemain, depuis 2019, je commençais à regarder un peu ce que ça pouvait se faire dans toutes les marques et tout ça. Et donc, quand j'étais visité Epson, en gros, pour voir précisément la F10000, parce que c'était la machine de test qu'ils avaient sortie. Et du coup, ce que ça m'a vraiment fait pencher la balance, déjà au niveau écolo, c'est que aujourd'hui, on arrive à faire des impressions en sublimation quasiment avec 0 déchet. Et donc ça, pour moi, tant que c'est qu'à la base, je souhaitais une machine en 3,20 m, finalement, vous voyez que j'ai pris une machine en 1,95 m, mais mon choix, il s'est porté plutôt sur une machine d'1,95 m avec une connotation plutôt écologique qu'une machine en 3,20 m pour faire de n'importe quoi. De la même façon que je vous avais expliqué quand on a préparé le webinaire,
chez nous, depuis 2017, ouais, on a voulu calibrer toutes les machines avec des normes colorimétriques. Et au fin de compte, sur la plupart des autres fabricants, quand je posais la question comment on allait pouvoir calibrer les machines, on n'était pas tout à fait sûr de pouvoir le faire. Donc, oui, comme vous l'avez dit, fin 2020, j'ai investi sur la machine. Elle était installée en décembre. Je me laissais jusqu'au début mars pour faire tous les tests et les réglages en interne pour être sûr qu'on pouvait faire feu. Et donc, on a calibré les machines avec des normes colorimétriques qu'aujourd'hui, que j'imprime aussi bien sur un carton, sur un bout d'alu ou sur du tissu, j'arrive à voir exactement la même colorimétrie. Et ça, dans notre métier, c'est une vraie valeur ajoutée. Une vraie attente de vos clients, j'imagine. En PLV, ils veulent vraiment. Parce que, de toute façon, moi, je ne fais pas de distinction au niveau qualité pour qui on va imprimer, à part le support qui va changer. Mais si vous voulez, on ne peut pas se permettre, quand on va faire une opération de communication, d'avoir des cartons avec une colorimétrie, du tissu avec une autre, et de faire un peu n'importe quoi. Donc, en gros, ça reste vraiment axé sur la qualité de l'impression de ce qu'on va faire. La qualité, ce n'est pas juste dire, ouais, le visuel, il est bien. C'est une qualité globale, c'est-à-dire c'est la qualité sur la colorimétrie, la constance des couleurs et le traitement des déchets. Oui, vous m'avez dit, vous ne posez pas simplement de l'encre sur un tissu. Oui. Et voilà. C'est ce que je vous disais, je ne peux pas juste mettre de l'encre sur le tissu, tout le monde sait faire, donc ce n'est pas notre métier. Je voudrais revenir sur le côté zéro déchet, parce qu'il y a quand même le papier transfert. Et vous m'avez dit donc que chez Epson, sur le papier transfert, il a un avantage. Je vais vous laisser nous expliquer. Donc, voilà. C'est que vous pouvez le recycler et le valoriser. Je parle de quasiment zéro déchet. Pourquoi? Parce que dans tous les tests qu'on a fait de transfert, en fin de compte, sur multiples supports, on s'aperçoit d'une chose, c'est que le papier qu'on va imprimer sur la F10000 pour ensuite passer sur la calandre, une fois qu'il sort de la calandre, on arrive à le recycler à 100%. Parce que le dépôt d'encre qui reste sur le papier, il est très faible. Et donc, les entreprises qui font la revalorisation de nos déchets, on a fait des tests, ils arrivent à le recycler entièrement. Bien comme le papier craft de protection pour la calandre, c'est pareil parce que vu qu'il n'a pas d'encre qui revient dessus, en fin de compte, si vous voulez, on arrive à le traiter entièrement. Donc, c'est pour ça que le seul déchet qu'on va avoir dessus, si vous voulez, c'est quand les têtes elles se nettoient et c'est le bidon de récupération d'encre de déchets. Pour le moment, c'est pas assez conséquent. Donc, c'est pour ça que je parle toujours de l'impression quasiment avec zéro déchet. Oui, et du coup, ça montre aussi l'aspect économique du fait de pouvoir revaloriser ces papiers transferts. Ça entre dans l'équation quand on investit aussi dans une machine. Comme je vous avais dit au début, ça reste vraiment dans l'ADN de l'entreprise. En fin de compte, si vous voulez, c'est au tout début, quand je rachetais en 2016, il fallait faire des économies. Et donc, du coup, je me posais la question, dans quel axe on va pouvoir partir dans l'économie? Et on est en campagne, hein, à Laval, donc on a le bon sens pesant. Et la meilleure économie qu'on peut faire, c'est celui-là qu'on n'utilise pas. Et donc, du coup, si vous voulez, dans la revalorisation de nos déchets, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez, ça nous rapporte plus de mettre du papier en revalorisation que de le mettre dans les bennes de déchets banals. Parce qu'on va payer pour l'enlèvement, alors que le papier, c'est plutôt Paprec que va nous payer pour récupérer nos papiers, à condition que les encres qui restent dessus, si vous voulez, ils soient traitables. Et donc, du coup, c'est le cas avec les encres qu'on utilise aujourd'hui pour faire le transfert. Alors, j'avais une autre question parce que j'ai animé plusieurs conférences sur l'impression textile et souvent les imprimeurs étaient assez, on va dire, pas réticents, mais inquiets de se lancer dans l'impression textile. C'est une impression technique. Il y avait beaucoup d'a priori. Il y a la couture, il y a tout ce qu'il y a autour en fait de l'impression. Et vous, vous arrivez, vous investissez décembre 2020 et mars, on va en parler après. Vous avez 2 appels d'offres signés. Là, pour vous, l'entrée sur ce marché finalement s'est faite assez facilement. Expliquez-nous, vous avez une solution miracle, vous avez formé vos équipes, Epson vous a accompagné, comment ça s'est passé? Non, donc comme je vous avais expliqué au tout début, donc si on reprend mon histoire personnelle, je suis un ancien militaire de carrière. Et donc du coup, j'ai toujours l'habitude de dire qu'avant de faire la guerre, il faut acheter des armes.
Et donc, c'est pour ça que d'abord, j'investis sur les machines. Ensuite, toutes les problématiques de formation et tout ce qui va avec. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, si vous voulez, on a tous des collaborateurs, si vous voulez, qui sont impliqués dans l'entreprise. Et du coup, si vous voulez, tout le monde peut prendre en tournant. Si vous prenez par exemple, chez nous, on a toujours conservé la partie sérigraphie, qu'aujourd'hui, c'est une valeur ajoutée pour nous, alors que c'est un des premiers principes de l'impression quand même. Il faut faire un cadre, traiter le cadre, traiter les déchets du cadre. Donc, quand je proposais à mes collaborateurs qu'on y allait refaire de la sublimation, parce que dans les années 90, anciennement, le MP Sérigraphie faisait déjà du transfert, mais avec des impressions en sérigraphie, mes collaborateurs, ils étaient entièrement, et en plus de ça, je veux même dire, ça remotivait mes troupes pour la simple raison, c'est qu'on va avoir quelque chose de nouveau, on va avoir pendant 3 mois, pendant qu'on a fait tous les tests et qu'on a formé l'ensemble des gens de l'impression, parce que nous, on n'a pas une personne dédiée à une machine, on a des pôles des compétences. Et donc, du coup, si vous voulez, les pôles de compétences en pression, c'est eux qui ont repris la partie numérique et la partie calandre, la partie pause. Et donc, pour eux, ça a été même, ça les a reboostés, si vous voulez, malgré la crise, parce que bon, c'était en climat un peu morose. Et du coup, si vous voulez, ça nous a permis de nous dire, voilà, oui, on va y aller au front, on va trouver des nouveaux marchés, on va se développer autrement. Oui, comme vous parlez, les marchés qu'on a décrochés dernièrement, des beaux marchés quand même, avec des bons noms quand même que s'appliquent pour l'image de l'entreprise. Qu'est-ce qui a fait, par exemple, qu'on a réussi à décrocher Paris 2024? C'est que quand je présentais, si vous voulez, les premiers jets et les prix, si vous voulez, pour Paris 2024, je le présentais aussi la technique qui va avec et de comment on va traiter les déchets par rapport à tout l'événement qu'on va pouvoir faire. Et donc, du coup, on s'aperçoit d'une chose, c'est que l'impact carbone qu'on peut faire aujourd'hui au niveau de Paris 2024, ça reste quelque chose, si vous voulez, quand même plus faible que ce qu'on aurait pu faire à 2 ou 3 ans auparavant. Et donc, du coup, comme je vous expliquais la dernière fois, ça m'a donné tout de suite une autre idée, c'est que je me dis, mais attends, Paris 2024, mais le Tour de France, ils utilisent énormément de carbone parce qu'en plus, pour filmer le Tour de France, il y en a les hélicos, il y en a les motos, il y en a les voitures, la caravane, tout ce qui va avec. Je me dis, je vais y aller les voir et je vais le présenter ce qu'on sait faire maintenant. Et de toute façon, j'ai toujours l'habitude de dire, quand on va voir quelqu'un de nouveau, on n'a qu'un risque, c'est qu'ils vous disent oui. Parce que de toute façon, déjà avant, je ne travaillais pas avec eux, donc je risquais rien. Et pas de problème, c'est que maintenant, il va falloir le produire. Donc, on va y être en plein dedans. Oui, donc appel d'offres Paris 2024, appel d'offres Tour de France. Vous avez remporté les deux projets, il y en aura beaucoup d'autres, j'imagine. Et 2 projets où ce sont les arguments d'éco-responsabilité des solutions Epson qui vous ont permis, et votre évidemment image de marque de qualité, mais c'est cet argument-là quand même qui vous a permis d'emporter le marché. L'argument principal, ouais, ça a été la faible consommation en CO2 qu'on va faire parce que bon, on a fait des choix, si vous voulez, d'implantation des machines et tout ça. Et aujourd'hui, oui, ça permet quand même. Et après, si vous voulez, dans notre entreprise, on travaille beaucoup aussi sur la décarbonisation. Donc, du coup, si vous voulez, ça va permettre qu'ensuite, on va pouvoir planter des arbres chez nous, à l'autre bout du monde, pour dire, et voilà, l'impact carbone qu'on a fait pour Paris 2024, on vient à Laval et on peut vérifier que les arbres sont en train de traiter le CO2 de ce qu'on a consommé. C'est ça, vous avez 12 hectares à côté de votre site de production pour cette compensation carbone. C'est ça. C'est ça. Alors, le temps avance vite, donc j'ai encore plein de questions à vous poser. Donc, je voulais voir avec vous aussi, vous avez choisi, comme vous avez toujours un temps d'avance. Alors, j'avais 2 questions d'abord. La première, c'était pour Paris 2024 et pour le Tour de France. Ce sont quand même des projets qui, pour l'instant, sont secrets parce qu'ils sont sous embargo, mais on va les voir bientôt réalisés, notamment pour Paris 2024. Mais vous m'avez quand même confié que c'est plusieurs milliers de mètres carrés. Voilà, Paris 2024. Et vous avez une lettre d'1,95. Oui. Mais pour vous, c'est juste parce que j'imagine que ceux qui nous écoutent, ils disent pourquoi il ne l'a pas sous-traité avec les 5 mètres.
Alors, expliquez-nous ce que vous m'avez répondu la dernière fois, c'est que même avec une laisse d'1 mètre 95, finalement, et l'éco-responsabilité, on décroche des grands marchés. Voilà. Comme je dis souvent en blaguant, la taille, ça compte pas. Mais on peut tout faire avec 1,95 m. Là, pour Paris 2024, le marché se porte sur 5400 mètres carrés par série. Donc, du coup, on aura 6 séries à faire différentes. Donc, vous pouvez faire le calcul. On arrive quasiment à 40 000 mètres carrés. On a estimé, si vous voulez, ça représente que 2 coutures supplémentaires. Et donc, c'était un des arguments de l'appel d'offres de Paris 2024. C'est quand je le présentais, l'appel d'offres, je l'ai dit, voilà, certes, on va faire 2 coutures supplémentaires. Par contre, on arrive à 37% de carbone en moins. On choisit lequel. Mais comme la couture, ça ne va pas se voir, ils ne se sont pas trop posé de questions. Et donc, si je prends au jour d'aujourd'hui, oui, par exemple, là, le Tour de France, on a décroché une étape que ça va être le contre-la-montre, où on a 40 km de barrières habillées. Donc, ça va représenter, on va attaquer la production d'ici une dizaine de jours. Je fais ça en collaboration avec le conseil départemental de la Mayenne. Et ça a été vraiment la partie qui a pris le plus le dessus. Ça reste toujours l'écologie. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête de se voiler la face, si vous voulez, de juste dire, je vous disais en préambule que de toute façon, on peut toujours dire, oui, ce n'est pas normal qu'on achète des choses à l'autre bout du monde, il faut repatrier la production en France. Et à un moment donné, si vous voulez, c'est ce que j'expliquais, c'est que aujourd'hui, commander du tissu, imprimer du tissu et façonner du tissu un peu partout dans le monde, ça reste la mondialisation. Maintenant, si vous voulez, quand c'est local, on peut parler de vrai impact carbone, de la décarbonisation, parce qu'on ne va pas dire on va planter des arbres en Amazonie. Non, elles sont en France, les arbres, et on peut les constater et on peut les voir. Donc, à un moment donné, ça reste juste du bon sens. De la même façon que je vous disais, quand on parle de bien-être au travail, ce n'est pas parce qu'on met en baby-foot dans la salle de pause, si vous voulez, qu'on va parler de bien-être, si vous voulez. Non, mais à un moment donné, je suis désolé d'être un peu cash quand je dis les choses, mais et après, je veux dire, comme je vous parlais, aujourd'hui, je trouve que on est dans un vrai changement de paradigme. Même si on continue à dire que faut consommer local et ça n'a jamais autant marché, que ce soit Alibaba ou Amazon, pour ne pas les citer d'autres, les gens ils prennent une vraie conscience qu'on ne peut plus continuer à faire n'importe quoi avec notre planète. Et donc, moi, j'avais juste un souhait avec le petit peu que je peux faire, c'est de, quand je vais partir, laisser un monde au moins aussi propre à mes enfants. C'est tout. D'où votre investissement. Oui, le choix, c'est un vrai choix, si vous voulez. C'est ce que je vous disais quand on a préparé le webinaire. Moi, le vrai choix, si vous voulez, d'avoir choisi en fabricant de machines ou en autre, c'est en tout. En fin de compte, oui, la F10 000, elle cochait toutes les cases. Malgré, la seule case que ça ne cochait pas, c'est qu'elle ne fait pas encore 3,20 m. Et je dis bien pas encore, parce que Epson vont travailler dessus. Et, bientôt, on aura une machine en 3,20 m. Mais bon, à côté de ça, si vous voulez, c'est pas que la grandeur de la machine qui va primer. Donc, il faut avoir une réflexion globale des choses. Et comme vous avez toujours un temps d'avance, et puis après, on finira par conclure avec 2 autres questions. Comme vous avez toujours un temps d'avance, vous êtes déjà sur Softineige, mais vous pensez déjà à la déco avec votre machine. Parce que vous aimez la polyvalence et vous avez à peine décroché 2 appels d'offres que vous êtes déjà sur un autre aussi marché. Donc, oui, donc, comme je vous disais, depuis le début mars, on développe beaucoup la partie commerciale avec le transfert, parce que maintenant, ça fonctionne. Et du coup, oui, on a quelques projets un peu sur la Manche, là, parce qu'on a répondu avec des architectes, si vous voulez, pour décorer un hôtel à Paris, y compris faire la déco de la tour Montparnasse. Donc, c'est des projets, si vous voulez, qui sont en cours. Donc, après, si vous voulez, je ne m'enferme pas sur une seule case. C'est vrai que, si vous voulez, nous, on est fabricant de PLV. Il faut s'adapter, si vous voulez, y compris dans la déco des boutiques. Aujourd'hui, avec le système d'impression qu'on a en interne, on peut, pour la même marque,
sur une opération qu'on puisse faire. On va pouvoir faire la scénographie vitrine, la déco intérieure du magasin. Et je veux dire une chose, c'est s'ils veulent des objets déco, on va pouvoir les imprimer toujours en respectant la même charte colorimétrique. Et ça, c'est complètement différent par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Et donc, du coup, oui, on a pas mal de clients qui sont intéressés, y compris sur la déco des boutiques. Ce que je vous disais la dernière fois, aujourd'hui, quand on va dans un magasin retail, c'est très cocooning. Donc, tout le monde a le banc, la banquette, le canapé et tout ça. Et donc, aujourd'hui, on peut faire des habillages pour ces mobiliers-là en respectant la charte de l'opération qui est en cours. Une autre piste qu'aujourd'hui on développe énormément, c'est, ça se faisait déjà, la personnalisation des cabines d'essayage. Mais aujourd'hui, on peut y aller loin, beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on peut faire des rideaux de cabine qui vont avec chaque opération qu'on va faire au client. Donc, c'est toutes ces pierres-là qu'on va pouvoir mettre, toutes ces briques-là qu'on va empiler, qu'à la fin, ça nous fait quelque chose de cohérent, si vous voulez, dans notre fabrication en interne. Et comme je vous disais, hein, on parle souvent des changements de paradigme, mais je ne crois plus du tout dans le marché de masse, si vous voulez. C'est donc, du coup, si vous voulez, c'est chaque boutique, elle est personnalisée par rapport à sa propre image. Et donc, du coup, si vous voulez, avec les techniques numériques, aujourd'hui, c'est assez facile. Et on commence déjà à le faire pour pas mal de marques. C'est qu'une boutique à Paris, elle n'a pas tout à fait la même déco qu'une boutique à Nice. Précisément pour avoir une différenciation de système. Alors que pour nous, si vous voulez, c'est juste un changement de fichier au jour d'aujourd'hui. Façon numérique. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Antonio, pour tous ces éléments et pour votre témoignage. Et ça me fait une parfaite transition pour une question que je voulais poser pour clôturer cet échange et qui concerne le sujet de la relocalisation industrielle. Alors, je me tourne un peu vers François, puisque François, vous connaissez bien donc Com, la Silicon. On sait, il y a un showroom à aller voir. Vous êtes aussi en contact permanent avec les industriels français. Donc, on produit beaucoup en Italie en impression textile. Et que se passe-t-il aujourd'hui en France? Est-ce que cette relocalisation, cette fin du village mondial dont on parle et ce retour au local arrive aussi chez nous? Quels sont les acteurs que vous voyez naître ou apparaître à la faveur justement de la démocratisation de l'impression textile numérique? Alors, il y a un mouvement de fond. On parle, et je pense que la crise sanitaire que l'on vit participe justement à ce changement. Le modèle économique de faire venir de loin des quantités de vêtements et après avoir des boutiques qui sont fermées, c'est dramatique pour toute une industrie. Donc, il y a vraiment l'impression à la demande, la production à la demande qui fait vraiment sens. C'est possible de le faire. Il y a des ateliers qui sont montés, des ateliers qui se sont montés aussi pour rejoindre ce que dit Antonio sur Paris 2024, capitale de la mode éthique, en région parisienne. Il y a vraiment une envie de produire autrement. Il y a une pression, comme disait Elisabeth, aussi des consommateurs qui veulent justement une mode durable, une mode locale, savoir ce que l'on porte. Le textile, c'est comme l'alimentation, c'est ce qu'on a de plus intime. C'est-à-dire que c'est vraiment des produits que l'on porte sur soi ou on porte en soi. Donc, il y a vraiment un changement et qui n'est pas juste un effet de mode. Et la crise que l'on connaît est un accélérateur. Et puis, il y a un deuxième facteur qui est la simplification des technologies. Et ça, moi, je trouve que Epson joue un grand rôle avec des solutions qui sont tout en un, avec qui sont le principe de Total Solution, où justement on apporte une solution globale au client. Où on a des ateliers qui étaient sublimation et qui passent directement à l'impression directe. Et la solution pigmentaire est une bonne porte d'entrée justement à ça. Le prochain atelier qu'on installe au mois d'avril dans le sud de la France, c'est typiquement ça. Il a commencé par une sublimation, il est passé par une deuxième sublimation, il a commencé par la F9003, il est passé sur la F9004. Et là, on installe une solution, une ML8000 en encre pigmentaire. Donc, il y a vraiment un besoin de changer le paradigme de la consommation et surtout de la fabrication pour s'adapter aux tendances et aux besoins des consommateurs qui veulent plus de transparence. Encre Ecotex, évidemment. Certifié GOTS, oui. Sur une partie de nos encres, les encres pigmentaires, les encres réactives, c'est primordial.
Et justement, donc du coup, la sublimation est une technologie qui est relativement démocratisée quand même en France. Et sur l'impression directe, face à cette relocalisation industrielle, on peut imaginer enclencher le même mouvement. Oui, alors même si la marche est plus haute, Oui. ça veut dire que le procédé pigmentaire est plus court et moins engageant financièrement, même si jamais entre une solution sublimation et une Mona Lisa, même la ML8000, il y a une différence de tarif, mais d'un côté, c'est aussi sur des matières beaucoup plus nobles, où les consommateurs sont prêts à mettre aussi un budget plus conséquent pour pouvoir le garder longtemps. C'est pour ça qu'on travaille énormément sur la solidité des encres. Donc, c'est vraiment, Epson essaye de, bon, on est EcoVadis Platinum, quoi. C'est vraiment ancré dans l'ADN d'Epson de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir construire des produits qui ont vraiment une démarche profondément durable, écologique. C'est vraiment le leitmotiv. Et c'est vraiment, moi je suis vraiment, je ne connaissais pas Antonio, mais je trouve que son discours et sa motivation, qui est vraiment de dire, bah voilà, il faut qu'on fasse mieux, voilà. Il faut qu'on fasse moins avec mieux. L'idée de recycler le papier, mais ça me rappelle le Paper Lab, outil que Epson a sorti, qui permet de pouvoir recycler, de refabriquer du papier. L'économie circulaire, c'est une voie. À nous, industriels, de la favoriser. Oui, valoriser ces chutes qui ne sont pas des déchets, mais des nouvelles matières premières. On sait que dans le secteur de l'impression, c'est extrêmement stratégique pour utiliser différents matériaux qui sont valorisables. Ça rentre dans un nouveau modèle économique, en fait. Donc, c'est à nous de fabriquer des machines, je prends ma paroisse de l'impression directe pigmentaire ou autre technologie d'encre, c'est de pouvoir avoir des machines qui soient les plus polyvalentes, les plus ouvertes, pouvoir travailler aussi bien de la maille que du chêne et trame, que de la mousseline de soie, que du cuir. On passe jusqu'à 1 cm d'épaisseur sur nos machines. Donc, le but est vraiment d'avoir un système qui soit le plus polyvalent. Les consommateurs veulent choisir des tissus différents qui leur parlent et qui sont le plus écologiques possible. Donc, les matières évoluent. Donc, il faut que l'industriel qui s'équipe, le bureau de fabrication, puisse avoir le choix d'utiliser à la fois du 100 grammes que du 400 grammes dans le coton. Donc, voilà. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir s'adapter aussi aux nouvelles fibres, les fibres d'ortie, chanvre, lin, fibres d'ananas, lactose. Voilà. Il y a vraiment une dynamique énorme pour la création, et la France est vraiment sur les fibres un acteur majeur en Europe. C'est à nous de les accompagner. Merci François. Alors, avant de donner le mot de la fin à Elisabeth, j'ai une question qui est tombée sur le chat pour Vincent. Concernant la sublimation, peut-on utiliser la 10 000 pour la sublimation sur des supports rigides, et quel est le niveau de qualité sur la 10 000 par rapport à une FST 6200 ou 7200? Voilà, vous avez 2 heures. Bon. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. On peut effectivement faire du support rigide à partir de la F10 000. Hein. Donc, c'est vrai que sur le principe, elle était pensée pour des notions de productivité textile, donc des modes d'impression très rapides. Mais il existe également des modes d'impression spécifiques au rigide, où là, on va imprimer plutôt autour de 40-50 mètres carrés heure. Donc, la technologie de tête, c'est la même technologie de tête. On est sur des têtes Precision Core, donc on a la même notion de taille de goutte minimale, de points variables, le même module de tramage au travers du RIP, qui est la technologie Precision Dot. Donc, on a effectivement les mêmes technologies embarquées. Donc, il est complètement possible de faire du rigide avec une F10 000, tout à fait. Merci Vincent. Donc Elisabeth, je l'ai annoncé le mot de la fin. Alors ma question, elle est simple. Je parlais de l'impression textile numérique qui était encore un peu tabou, qui restait encore beaucoup de chemin, je le disais, à parcourir en introduction. Mais est-ce que finalement, à l'issue de cet échange, on n'observe pas dans l'impression numérique textile le même phénomène que celui qu'on a pu observer dans l'univers de la photo, et ça n'est bien placé pour le savoir, il y a quelques années, avec ce passage de l'argentique au numérique, autrement dit, l'impression numérique textile est-elle en train de gagner ses lettres de noblesse? Non, effectivement, on peut effectivement faire ce parallèle entre le marché de la photo et le marché de l'industrie textile, puisque le marché de la photo a connu sa transition technologique, et aujourd'hui, sur le marché du textile, on est en train de la vivre. Une transition technologique, c'est toujours
complexe, c'est pas toujours évident à mettre en œuvre. Il y a des hommes comme Antonio, des sociétés qui sont visionnaires, qui sont précurseurs, qui vont à fond dans cette technologie parce qu'ils y croient et qu'ils sentent tout le potentiel. Mais ce qui est important, c'est de la faire, cette transition technologique. À un moment ou à un autre, il faut la faire, il faut monter dans le train, il ne faut pas louper le coche, parce qu'aujourd'hui, effectivement, je l'ai dit plus tôt, hein, le numérique dans l'univers de l'industrie textile, c'est que 5%. Alors, c'est beaucoup en volume, effectivement, Cécile, vous le disiez, mais il n'empêche, ça n'est que 5% avec des perspectives de croissance extrêmement importantes. Donc, il faut absolument y aller. Et il faut y aller encore plus qu'aujourd'hui, comme le disait Antonio, François, Vincent, on est tous conscients qu'on ne peut plus continuer à polluer avec l'industrie textile, à polluer de cette façon la planète. On est tous conscients qu'on est dans un tournant qu'il faut prendre le pas par rapport à ça. Il ne faut pas juste accepter les choses et en parler comme si c'était une fatalité. Il faut vraiment intégrer cette transition technologique dans la stratégie des entreprises. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, avec la gamme Epson, elle est tellement vaste, elle est tellement variée, qu'aujourd'hui, on peut accompagner chaque entreprise à son rythme, en fonction de ses objectifs, en fonction de ses projets dans cette transition technologique, en fonction de ses moyens financiers, en fonction des marchés qu'ils adressent. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire ce pas dans la transition technologique en numérique avec des petites solutions, tout comme avec des grandes. François citait le cas d'un client qui a démarré avec des petites solutions en sublimation, puis des plus grandes, et qui là va aborder l'impression plus industrielle avec les Mona Lisa. Donc tout se fait à ce rythme, et l'avantage d'Epson, c'est effectivement on a tout ce panel de produits. Et l'autre point également extrêmement important, et c'est ce qu'on dit depuis le début de ce webinaire, c'est que aujourd'hui, sur cette industrie, contrairement à d'autres industries qui ont vécu des transitions technologiques, aujourd'hui, sur cette industrie textile, le consommateur est partie prenante. C'est-à-dire qu'il peut agir, il a un moyen de pression pour pousser les industriels aussi à aller plus vite dans cette transition technologique. Donc aujourd'hui, voilà, entre la pression des clients, entre les réalités planétaires et les dégâts qu'on cause avec l'industrie textile, on a de quoi passer le pas et aller plus vite dans la transition technologique et passer au numérique. Merci beaucoup à tous les deux. Il est 10h02, il est temps de conclure. Donc, merci à tous les deux, à tous les quatre, quand même, pour ces échanges. Merci aussi à vous qui étiez avec nous ce matin. Donc, ce webinaire a bien sûr été enregistré. Il sera disponible en replay dès cet après-midi sur le site du salon Cprint et ainsi que sur celui de notre magazine partenaire IC Le Mag, avec tous les liens utiles. Il y a quelques questions qui sont tombées aussi. On n'a plus le temps d'y répondre, mais on apportera les réponses également dans les articles en lien avec les replays de ce webinaire. Si vous souhaitez rencontrer les équipes d'Epson, tester les machines, le tout nouveau showroom Epson à Paris est ouvert et on a pris rendez-vous pour aller à Com très prochainement. François, ça, avec plaisir. Je ne vais pas l'oublier. Les contacts de nos invités s'affichent sur votre écran. Merci Antonio et excellente journée à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci.